Bonjour à tous et bienvenue à un autre preview 2022-2023 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque aux Blue Jackets de Columbus. Et permettez-moi de vous relancer, quand on dit Blue Jacket, on dit Take the money and go, Johnny go, oh, oh. Oh, ça a été les grands gagnants de la fameuse date limite des transactions avec l'acquisition du joueur vedette Johnny Gaudreau. Alors là, on passe quand même du meilleur pointeur 62 points à un meilleur pointeur 115 points. Quel move du côté des Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets de Columbus, c'est une organisation qui est quand même relativement jeune. Donc déjà au niveau de la défensive, on est quand même très jeune, mais il y a certains éléments qui sont encore très jeunes au niveau de l'attaque de cette organisation-là, qui démontrent que c'est une organisation qui s'en va, disons, dans le bon sens pour le futur. Mais pour l'instant, c'est une organisation qui a encore de la difficulté à performer sur une base régulière, et ça, c'est quelque chose qui peut être problématique. De surcroît, il y a eu des problèmes aussi au niveau des blessures. Bon, à peu près toutes les équipes sont affligées par des blessures, mais un joueur comme exemple, Nunquist a joué pratiquement aucun match en 2021-22. En fait, je pense que c'est en 2020. 2020-21, il n'a pas joué à cause d'une blessure, donc il est revenu au jeu en 2021-22 dans le cas de Newquist. Mais il y a plusieurs joueurs comme ça qui ont manqué des matchs, dont entre autres Jenner 59 matchs, Laney 56 matchs. Donc bref, on a été affligé par les blessures comme à peu près toutes les organisations. Puis il en reste pas moins que c'est une organisation qui pour l'instant n'est pas une organisation qui est vue comme étant très dominante dans la LNH. Puis c'est pas le but non plus, c'est de développer les jeunes à moyen court terme, mettons. Donc on revient en termes d'entraîneur avec Brad Larson, le DG, c'est Jarmo Kekalainen qui a fait un très beau travail en allant chercher notre ami Johnny Gaudreau pendant la saison morte. Lors de la saison 2020-21, c'est 18 victoires, 26 défaites, 12 défaites en prolongation pour un total de 48 points, ce qui donnait le 28e rang dans la LNH. Ça a été difficile. Il faut mentionner aussi que c'est une saison écourtée, la saison 2020-21, puisqu'il y avait la COVID. Pour la saison 2021-22, c'est 37 victoires, 38 défaites, 7 défaites en prolongation pour 81 points, ce qui nous donne au total la 21e position au niveau de la LNH. Fait qu'on a quand même passé de 28e pour la saison 2020-21 à 21e pour la saison 2021-22. Fait qu'il y a quand même une certaine amélioration. Quelque chose qui est intéressant à suivre là-dedans, c'est justement comment se développent nos jeunes défenseurs. Parce qu'on a des jeunes défenseurs qui vont être la brigade de demain. Donc ça, c'est intéressant de suivre ça. Puis sinon, c'est intéressant de voir aussi comment s'en sort un gars comme, mettons, Roslovic, qui était, si je ne fais pas erreur, à sa première saison, dans le cas de Roslovic. De mémoire en tout cas. Sinon, Brockstrand a connu sa meilleure saison en carrière aussi. Fait que bref, il y a eu quand même des éléments assez intéressants. Au niveau de la moyenne de buts marqués, eh bien, on a une moyenne de buts marqués de 3,15, ce qui représente la 14e attaque au niveau de la LNH. Une moyenne de buts encaissés de 3,62, c'est la 28e défensive dans la LNH. Pas facile. L'avantage numérique à 18,6%, c'est 24e dans la LNH. Et le désavantage à 76,6, c'est le 20e rang dans la LNH. Fait qu'à peu près tout est amélioré du côté des Blue Jackets de Columbus, malheureusement. On a terminé 10e dans la conférence de l'Est et 21e dans la Ligue nationale. Bien évidemment, on n'a pas participé aux séries éliminatoires. Le meilleur en termes de buts aura été Bjorkstrand avec 28 buts. Le meilleur en termes de points aura été Jacob Voracek avec 62 points. Et le meilleur défenseur à caractère offensif aura été Zach Werenski. 68 matchs, 48 points et moins 15. C'est quand même pas trop mauvais, considérant que je crois que c'était Bjorkstrand. Ouais, Oliver Bjorkstrand, meilleure saison en carrière, 57 points en 80 matchs, moins 35. Fait que c'est ça. Le côté défensif a été un peu plus difficile, mais c'est intéressant pareil parce qu'on a des jeunes défenseurs qui sont des jeunes défenseurs qui aiment se porter à l'attaque. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être à découvrir du côté des Blue Jackets de Columbus. Ici, on a les 3 espoirs du alacoupe.ca. C'est en fait les espoirs qui sont les plus proches d'atteindre la LNH ou de percer l'alignement. Selon notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, le dossier complet est disponible sur le alacoupe.ca. Alors, le premier espoir est probablement celui qu'on connaît le plus, c'est Kent Johnson, un joueur de centre de 19 ans qui a joué dans la NCAA l'année passée. 32 matchs, 8 buts, 29 passes et 37 points. Il a bien fait au niveau de la scène internationale. C'est un gars qui a participé un petit peu au niveau de la LNH. 9 matchs, 3 points. Fait que quand même, ça a été une bonne première impression au niveau
du niveau professionnel pour ce qui est de Kent Johnson. Donc, c'est un gars qui a des bonnes chances de faire partie de l'alignement dès cette année pour les Blue Jackets de Columbus. Puis c'est quand même c'est un gros potentiel qu'on a du côté des Blue Jackets. Fait que c'est un gars qu'on a à développer à moyen long terme. Donc, bref, c'est un gars qui pourrait faire partie de l'alignement dès cette année. Par la suite, on a Kirill Marchenko, un allié droit de 22 ans. Lui, il jouait dans la KHL l'année passée. C'est 39 matchs, 12 buts, 8 passes et 20 points. Dans son cas, à lui, c'est une question de contrat. Donc, on connaît la réglementation. Si on a un contrat dans la KHL, on ne peut pas jouer dans la LNH. Donc, bref, lui, il y avait un contrat KHL. Et là, les Blue Jackets, ça fait un bout de temps qu'on attend qu'ils décident de passer à l'Ouest. Et puis là, il se pourrait bien qu'ils passent à l'Ouest dès cette année. Par la suite, on a Nick Blankberg, un défenseur de 24 ans. Dans son cas, il jouait dans la NCAA, 38 matchs, 14 buts, 15 passes, 29 points. Il a quand même une production offensive qui est intéressante de son côté. Sinon, c'est pas nécessairement un gars qu'on verrait percer l'alignement avec beaucoup de chance. Dans le cas de Marchenko, ce qui est intéressant, c'est surtout sa force physique. C'est un gars qui, en termes de possession de rondelles et de tir, il est puissant, mais physiquement, il est très fort. Donc, il devrait être capable de percer l'alignement dès cette année. Dans le cas de Blandberg, c'est peut-être un petit peu moins certain. On va dire ça comme ça. Alors ici, on va y aller en fait avec l'alignement que je vous propose. C'est pas nécessairement un alignement qui est basé sur les entraînements de l'équipe ou sur ce que le coach a dit, whatever. Donc non, c'est vraiment juste un alignement que je vous propose, basé sur, entre autres, les alignements de l'année passée, puis sinon, des mix que je pense qui peuvent peut-être être intéressants. Les joueurs qui sont en rouge, c'est les joueurs qu'on a acquis pendant la saison morte. Les joueurs qui sont en vert, c'est des joueurs qui sont des jeunes espoirs qui pourraient percer l'alignement. Et les joueurs qui sont en bleu, c'est les joueurs qu'on connaît déjà du côté de Columbus. Alors, on commence avec notre première ligne, puis je pense que là, il n'y a aucun doute. Notre premier ailier gauche, Johnny Hockey, Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau vient de connaître une saison exceptionnelle avec les Flames de Calgary. 115 points en 82 matchs. Puis il me semble, si je ne fais pas erreur, il y avait une affaire comme 40 buts. Fait que c'est un gros élément au niveau de ta production offensive que tu viens d'ajouter ici. Du côté de Johnny Gaudreau, là, il a joué toute sa carrière avec les Flames de Calgary. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter à sa nouvelle équipe, au nouveau système, au nouveau joueur? Ça, c'est un point d'interrogation qu'on a. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que c'est un gars qui a subi beaucoup de pression, entre autres en séries éliminatoires, chez les Flames de Calgary, parce qu'il joue dans un gros marché. Fait que peut-être ça va l'aider à avoir un peu moins de pression. Ajoutez à ça aussi que on lui a conseillé d'aller jouer à Columbus. Son ami Cam Atkinson, entre autres, Atkinson, là, il joue avec les Flyers, mais avant, il était avec les Blue Jackets, qui a conseillé à Johnny Gaudreau de rejoindre les Blue Jackets. Puis je pense aussi qu'il connaît, si je fais pas erreur, je pense que c'est Johnson qui connaît ou quelque chose en même, mais il connaît quelqu'un dans l'équipe actuellement aussi. Fait que peut-être qu'il va être capable de bien se situer relativement rapidement. Donc, on y souhaite en tout cas, assurément, parce que c'est une menace offensive constante. Que je fais jouer avec Jenner, c'est 44 points en 59 matchs l'année passée. Malheureusement, il a été blessé, mais ceci étant dit, il a connu une bonne saison. Et notre ami Patrick Laney, 56 points en 56 matchs l'année passée, 1 point par match. Boom! Fait que le gros allié, qui malheureusement a été blessé lui aussi l'année passée, avait une production exceptionnelle avant sa blessure. Fait que c'est un gars qui est pas vieux, déjà en partant. Donc, c'est un gars qui est encore prometteur. Excellent buteur, gros gabarit, puis il a été performant l'année passée. Fait que ça serait intéressant de voir si un bon playmaker serait capable. Parce que Johnny Gaudreau est capable de compter, il est capable de passer, il est capable de faire un peu tout offensivement. Fait que ça pourrait être intéressant de voir comment un joueur qui peut être un très bon playmaker comme Johnny Gaudreau fitterait avec un tireur d'élite comme Patrick Laney. Par la suite, en termes de deuxième trio, on va y aller avec Nyquist. C'est 53 points en 82 matchs l'année passée. Une bonne saison aussi du côté de Nyquist. Puis comme je vous ai mentionné, c'est qu'il n'avait pas joué lui dans la saison 2020-21 en lien avec une blessure. Fait que c'est quand même un très bon retour sur patin. Là. On s'entend, 53 points en 82 matchs. Considérant que le meilleur pointeur de l'équipe avait 62 points, 53 points, il était quand même pas loin du meilleur pointeur. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Par la suite, on y va avec Roslovic. Lui, il me semble que c'était sa première saison l'année passée. 45 points en 81 matchs, donc quand même, il a très bien fait. C'est un jeune joueur qui est originaire de la région de Columbus, ou même peut-être de la ville de Columbus. Fait que c'est un gars qui est bien chez eux et on a confiance en lui du côté des Blue Jackets. Fait que c'est un joueur qui est un joueur d'avenir du côté des Blue Jackets de Columbus. Par la suite, on le fait jouer avec Jacob Voracek, que lui, on connaît mieux, 62 points en 79 matchs l'année passée. Du côté de Voracek, c'est un gars qui revenait à la maison. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a été repêché par les Blue Jackets de Columbus. Fait qu'on se rappelle qu'il a été joué avec les Flyers de Philadelphie,
Mais son retour à Columbus a quand même relativement bien été parce que 62 points en 79 matchs, c'est une bonne production quand même pour Jakub Voracek. En termes de troisième trio, ben c'est là qu'on y va un peu audacieux. On se fait plaisir. T'sais, on inclut des jeunes dans cet alignement-là. Et c'est là qu'on y va avec Kent Johnson. Dans son cas, à lui, il a joué 9 matchs dans la LNH l'année passée. 3 points, donc 3 assists. C'est un joueur qu'on connaît comme étant quand même très responsable. C'est un joueur qui est une menace offensive aussi. Un bon playmaker avec de très bonnes mains et une excellente vision. Qu'on fait jouer avec Sillinger, 31 points, 79 matchs. C'est quand même pas trop pire. Là. Un troisième centre qui va avoir 31 points. Je pense que c'est quand même très respectable. Puis de faire jouer avec deux jeunes, Marchenko qu'on fait jouer du côté de l'aile droite, lui c'est 20 points en 39 matchs dans la LNH. C'est un point d'interrogation à savoir est-ce qu'il va être capable de s'adapter au style de jeu nord-américain, je ne sais pas, mais il a la force pour être capable de le faire et la stature pour être capable de le faire. Fait que, bref, ça pourrait être intéressant d'utiliser les deux jeunes sur le même trio ensemble, puis à ce moment-là de voir la dynamique qui pourrait éclore de ça, parce que c'est des joueurs d'avenir pour l'organisation. Par la suite, sur le quatrième trio, on y va avec Robinson, c'est 21 points 67 matchs l'année passée qu'on fait jouer avec Kuraly, 30 points 77 matchs, et Shinakov, c'est 14 points 62 matchs. Dans ce cas, à lui, c'est un jeune joueur quand même. Je pense qu'il a 21 ans, si je ne fais pas erreur, Shinakov. Fait que c'est un gars qu'on pourrait peut-être aimer essayer, puis prendre plus de temps pour, je sais pas, Marchenko, disons, prendre plus de temps avec lui, puis monter Chinakov. Donc bref, c'est quand même malléable parce que c'est un jeune qui a de l'expérience à gagner encore. Par la suite, on y va avec Mathieu. Son petit prénom, c'est Mathieu Olivier. Donc, Mathieu Olivier, lui, il nous arrive de Nashville. C'est un joueur surtout de profondeur. Fait que je pense pas nécessairement que ça va être un joueur qui va être régulier à l'NH ou sinon il va être scratch à la limite. Au niveau des défenseurs, ben, c'est là où c'est intéressant du côté des Blue Jackets de Columbus parce qu'au niveau des défenseurs, les Blue Jackets de Columbus ont beaucoup de jeunes. Fait que si vous regardez Zach Werenski, c'est pas tant vieux, c'est peut-être mi-vingtaine. Krivakov est jeune, Jake Bean est jeune, Boquist est jeune. Fait que c'est intéressant quand même ce qu'on a parce qu'on a une brigade défensive, on fait confiance aux jeunes. En même temps, c'est aussi une des pires défensives de la ligue. T'sais, fait que, je veux dire, en quelque part, l'expérience compte pour beaucoup dans le style de jeu défensif. Là. Quand on parle de la 28e moyenne de buts accordés dans la LNH, c'est pas très glorieux. Mais, vu qu'ils sont jeunes, ils vont apprendre. En termes de première paire de défenseurs, j'y vais donc avec Zach Werenski, 48 points en 68 matchs l'année passée. C'est un défenseur qui est un défenseur peut-être plus porté à l'attaque, mais c'est clairement le général à la défensive pour l'instant des Blue Jackets de Columbus. C'est un très bon défenseur qui est capable de produire autant sur l'avantage numérique qu'à 5 contre 5. Fait que c'est un gars qui est intéressant et il fait partie de la première paire, selon moi, assurément des Blue Jackets de Columbus. Par contre, pour ce qui est de son partner de line, ben ça pourrait peut-être être discutable un peu. Moi, j'y étais avec Boquist. 22 points l'année passée en 52 matchs, donc ça a quand même bien été pour lui, un jeune joueur. En tant que tel, on va chercher de l'expérience graduellement. C'est un défenseur qu'on voit comme étant un défenseur à caractère offensif éventuellement. Donc, peut-être d'utiliser deux défenseurs à caractère offensif ensemble, c'est pas le meilleur move, mais je pense que ça peut être intéressant quand même. En termes de deuxième paire, ici, on y va avec Gravikov, 33 points en 80 matchs l'année passée, une très bonne saison pour lui. Encore là, on a un défenseur qui aime bien se porter à l'attaque, que je fais jouer avec le nouveau Godbranson. Quand je dis nouveau, on s'entend, c'est pas jeune, je dis bien juste nouveau dans l'organisation. Godbranson, lui, c'est 17 points en 78 matchs l'année passée, un défenseur qui peut être plus défensif. C'est un défenseur qui ne sera pas gêné de frapper. Puis c'est ça. C'est un défenseur qui peut être responsable, ce qui peut donner certaines libertés à un jeune comme Gavrikov. Par la suite, sur la troisième paire, on y va avec Jake Bean. C'est 25 points en 67 matchs l'année passée. Lui aussi est jeune. Et je crois que c'est Andrew Peak, 15 points en 82 matchs l'année passée. Et je vais couper notre espoir ici, mais c'est pas certain qu'il va commencer au niveau de la LNH dans le cas de Blankberg. Au niveau des gardiens de but, ben là, il n'y a pas vraiment de question à savoir c'est qui va être ton gardien de but LNH, ou du moins qui vont être tes deux gardiens de but LNH du côté de Columbus. Le point d'interrogation que tu as, c'est toujours la santé. Est-ce qu'ils vont garder la santé? Du côté de Korpisalo, on a manqué un gros bout de saison l'année passée. Fait qu'on a été limité quand même à 22 matchs et Merzlikins en a vu des games l'année passée. 59 matchs du côté de Elvis Merzlikins. C'est un tandem de gardien de but que je qualifierais de intéressant, mais si le système de jeu défensif se referme pas, ben c'est difficile pour les gardiens de but. Fait que, mais c'est quand même des gardiens de but intéressants. Puis dans le cas de Merzlikins, c'est une énergie très particulière. C'est bon dans ton locker room d'avoir un gars comme Elvis Merzlikins. Donc, Merzlikins était le gardien de but partant l'année passée, mais comme je vous dis, c'est peut-être un petit peu par défaut parce qu'il y a une blessure à long terme pour Korpisalo. Mais quand même, c'est un gardien de but, je pense qu'il méritait sa place d'être partant. Bon, Merzlikins, 59 matchs, 3.22 de moyenne, 907. 3.22, c'est pas vargeux, mais quand ton équipe accorde 3.62, 3.22, soudainement, il est peut-être pas si pire que ça. C'est quand même pas toute étoile, mais c'est quand même
c'est quand même mieux. Et 907 d'efficacité, c'est quand même pas mauvais. Du côté de Korpisalo, eh bien, c'est 22 matchs, une moyenne de buts accordés de 4,15 et de 877. Ça a été plutôt pénible pour le temps qu'il a joué. Je ne sais pas s'il a joué blessé, ceci dit. Et par la suite, on a, je crois, c'est Dinil Tarasov, si je ne me trompe pas. Un gardien de but, lui, qui a joué essentiellement au niveau de la Ligue américaine l'année passée. Donc, en 11 matchs dans la Ligue américaine, 3,06, 893. Il a joué un petit peu au niveau de la LNH et ça a très, très bien été au niveau de la LNH sur un point de vue individuel. J'explique. 4 matchs, 2,41, 937 d'efficacité. Donc, vous me dites, c'est excellent. Aucune victoire. 4 matchs, 0 victoire. Fait il a bien fait, mais l'équipe devant a peut-être moins bien fait. C'est comme ça qu'on va dire ça. Fait que malheureusement, c'est une organisation qui a encore de l'expérience à gagner parce que tu as bien des gardiens, tu as bien des défenseurs dans cette équipe-là qui sont début interne. Puis malheureusement, le style de jeu défensif, c'est un style qui s'apprend avec le temps. Alors, c'est pas une organisation qui, moi, me met énormément en confiance pour ce qui est de la prochaine saison. Ceci dit, l'acquisition d'un gars comme Johnny Gaudreau va faire du bien au niveau de la production offensive, ça c'est sûr et certain. Fait que c'est sûr que le 3.15 ici va être amélioré. Donc, ça va être un move qui va être intéressant, mais je pense pas que l'équipe a suffisamment changé pour être une équipe qui va compétitionner pour une place en séries éliminatoires. C'est la raison pour laquelle, d'après moi, cette équipe-là ne sera même pas dans la course aux séries éliminatoires, encore une fois cette année. Mais peut-être que je me trompe. Alors, d'après vous, est-ce que les Blue Jackets vont être dans la course pour les séries éliminatoires? Est-ce que vous pensez qu'ils vont se rendre même jusqu'au corridor ou qu'ils vont se battre peut-être pour avoir Connor Bedard? Moi, je dis pas qu'ils finissent dans la cave de la LNH, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'ils soient dans la course aux séries éliminatoires. Alors, faites-moi savoir d'après vous où les Blue Jackets vont terminer en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un petit j'aime. On partage également parce qu'on veut un maximum de hockey fans pour jaser de hockey. Et lorsqu'on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent très bientôt pour la saison 2021-2022. Alors, pour aujourd'hui, je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très prochainement. Ciao!